Bon, on va y aller? Ouais. Bonsoir. C'est bon, ça marche encore. Donc là, ça n'a rien à voir avec je ne suis pas un AQ, donc rien à voir. Là, ça va être une petite conf. Donc Valentin, je fais juste l'introduction de pourquoi on lui a fait perdre son temps avec ça. Pendant le rush logomatique, vous deviez implémenter quelque chose qui, en fonction des instructions, faisait les dessins. Et vu qu'on ne s'est pas trop foiré cette année et que le serveur marchait bien, on se faisait vraiment chier. Donc il fallait trouver de quoi passer le temps. Et on a décidé de ne pas empiler des ronds en plastique comme on le fait en général. Et on s'est dit qu'on allait faire l'inverse. C'est-à-dire on prend une image et on fait le dessin. Donc on a commencé à faire un Python notebook. Enfin, et puis après, ça m'a complètement dépassé. Et là, j'ai sorti le petit Valentin de poche. Et donc la conf, c'est le code de Valentin et comment ça marche. Voilà. Ou comment perdre son temps pendant que vous faites logo. Ok, alors déjà, j'ai envie avant tout, avant même de me présenter, de vous dire bonjour. Alors ça, c'est un exemple de résultat. Donc là, j'utilise un simple viewer qui est sur Internet, puisque je n'avais pas envie de recoder le mien. Faut pas déconner. Ça, c'est bon pour un ninja. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Valentin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un AQ, et comme l'a dit Steve, pendant le Rush Logo, je me faisais chier, et il m'a dit « Hey Valentin, est-ce que tu peux pas m'aider à faire Reverse Logo ?» Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Reverse Logo, ça se base sur le langage Logo, donc on va faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est le langage. Ensuite, on va prendre une image, la transformer en une série de points, puis optimiser, ensuite à partir des points créer le programme logo, et parce que ça ne nous suffit pas, on va aller optimiser et voir jusqu'où on peut aller, et enfin avoir une super conclusion. Alors, le langage logo, c'est un langage qui est très simple, dont le but c'est juste de contrôler une tortue avec des instructions très simples. Et c'est souvent utilisé pour dessiner des fractales parce que c'est simple à faire. Mais nous, on n'aime pas les trucs simples. Donc on va faire des trucs compliqués avec un langage simple. Le langage est extrêmement simple. Donc une présentation du langage pour ceux qui ne sont pas encore en engin. On peut avancer de n pixels, on peut tourner d'un angle de n à droite ou à gauche. À partir de ça, ça nous permet en 3 lignes de faire « Oh, ben ma tortue est là ». Elle avance, elle laisse une trace, puis elle tourne à gauche et elle avance de 20. Ok? On continue. Repeat, c'est une structure qu'on va utiliser dans notre code. Ça permet quoi? Ça permet de répéter une série d'instructions plusieurs fois. Donc ici, notre tortue est là, elle avance de 20, elle tourne de 90, elle avance de 20, elle tourne de 90, etc. Elle le fait 4 fois, ça nous fait un super carré. Un truc qu'on va utiliser massivement pour faire de l'optimisation, mais vous allez le voir, c'est les fonctions. On déclare une fonction comment? C'est tout la fonction. Le corps de la fonction, c'est juste les instructions qu'elle va appeler. Et ensuite, on appelle la fonction juste en mettant le nom. Et donc, ça nous fait un super carré. Donc, c'est exactement la même chose qu'avant. Et sauf que là, on écrit plus de lignes. Parce qu'on l'a appelé la fonction qu'une seule fois. Mais bon, ça, on y reviendra. Alors, maintenant, passons au cœur du sujet. Donc c'est très bien, on a une image, on l'a chargée, on l'a binarisée, ça c'était le travail de Steve. Ensuite, maintenant on va, on va passer à, ok, on a envie de dessiner cette image sans lever le stylo. Parce qu'en logo, on ne peut pas lever les stylos. Donc on va dessiner l'image sans lever le stylo, ouais, donc il faut passer par tous les pixels. Une des contraintes, bah, c'est qu'on veut une copie parfaite, pixel pour pixel. On veut que le programme à la fin soit aussi court que possible. Et si tant qu'à faire, on peut rajouter un peu d'obfuscation juste pour le LOLs, c'est mieux. Alors, les problèmes qu'on a, bah, c'est que comme on ne peut pas lever le stylo, s'il y a deux ronds qui sont pas reliés par un trait, bah, on ne peut pas dessiner les deux ronds parce que bah, on ne peut pas lever le stylo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une composante fortement connexe. Donc pour ceux qui comprennent ce que je dis, on a utilisé une connexité de 4, donc c'est juste les voisins au-dessus, en dessous, et pas dans les angles.
Et il nous faut au moins un point qui est sur l'axe du milieu de l'image, parce que comme ça on sait où démarrer. Et si on commence à avoir une image trop grande, déjà les calculs vont être très longs. Et ensuite, pour l'afficher, ça va dépasser du cadre. Et notamment avec Logomatic, ça ferait segfault un Logomatic. Alors, notre programme, pour réussir à dessiner tout le dessin, toute l'image sans lever le stylo, il va alterner 2 étapes. La première étape, c'est exploration. Donc l'exploration, comment il fait? Il va essayer d'aller autant à droite que possible, en se décalant un peu en bas s'il faut. Puis quand il ne peut plus aller à droite et en bas, il va aller autant en bas que possible, en se décalant un peu à gauche s'il faut. Et puis quand il ne peut plus aller en bas et à gauche, il va aller à gauche en se décalant vers le haut, etc. Bon, le meilleur moyen de comprendre cet algo, c'est de voir une image. Donc là, on a envie de dessiner un cercle, enfin un disque. Donc on commence au milieu du disque, et quand on exécute, le code généré, il va à droite jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, puis ensuite il continue à aller à droite et en bas quand il faut, et là il ne pouvait déjà plus aller en bas à droite, donc il s'est mis à aller en bas et à gauche quand il faut. Comme il ne pouvait plus aller en bas à gauche, hop, il a continué, bon on va l'accélérer un peu, même si ça reprend du début. Hop, les disques c'est super chiant à dessiner en logo. Et donc ensuite, quand il reprend, là, il va jusqu'ici, il ne peut plus continuer en bas, donc il va suivre à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Et quand il arrive ici, ça y est, je peux aller en bas, hop, il va jusqu'en bas. Ok? Tout le monde suit? Bon. Maintenant, ça c'est bien, mais une fois qu'il a rempli ses 3/4 de cercle là, il va être bien bloqué parce que tout ce qu'il y a autour de lui, c'est déjà dessiné, et donc il faut qu'il aille dessiner ailleurs. Donc comment on fait? On fait un simple Dijkstra, on trouve le chemin le plus court vers le premier pixel qu'on n'a pas dessiné, et le premier pixel qu'on n'a pas dessiné, on y va directement dessus et on relance l'algo. Donc du coup, notre algo, il ressemble à quoi? Donc si on le fait du pseudo-logo, on repeat much fois, donc c'est une boucle infinie en fait, tant qu'on n'a pas tout dessiné. On explore avec le petit algo qui fait les ronds, et on appelle Dijkstra pour trouver le prochain point qu'on n'a pas dessiné. Quand est-ce qu'on sait qu'on s'arrête? Dijkstra il nous dit j'ai pas trouvé de point. Et d'ailleurs c'est Dijkstra qui nous fait remarquer qu'on reste dans la composante fortement connexe. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau du cercle? On va le dessiner encore plus vite. Hop. Donc il continue avec son étape d'exploration. Donc là c'est toujours la première étape. Et ensuite quand il va arriver au coin là, il va faire un petit Dijkstra, trouver un bout, et refaire un Dijkstra. Donc là, il avait un petit bout ici qu'il a dessiné, un petit bout ici qui est dessiné, et à chaque fois, il a refait un Dijkstra pour repartir ici. Là, c'est des bugs d'affichage. Faites-moi confiance, il dessine bien tous les pixels quand on a un logo potable. Ok. Donc on continue. Maintenant, on a la ligne qui passe par tous les points. Ok. Alors, comment on va faire pour passer à des instructions? Alors, si on fait une instruction par pixel qu'on trace, ça va être très long. Des forwards de 1, c'est assez limité. Donc quand on a plusieurs points qui sont d'affilée sur la même ligne, on va dire je fais un seul forward. Donc ça va se traduire par quoi? Je considère que les extrémités des droites. Donc ça nous permet d'éliminer beaucoup de points parce que toutes les droites, on les considère en une seule instruction. Ok? Du coup, à partir de ça, on a la droite, on a la suite de points qu'on veut suivre. C'est simple, c'est relativement simple, de générer des instructions logo qui vont faire ceci. Donc ça va être à base de forward ce qu'il faut, puis je tourne à droite ou à gauche de 90 degrés pour me mettre dans le bon sens, ou de 180, et je refais des forwards, et donc j'alterne forward, turn, etc. Si je fais ça tout simplement, ça nous donne en effet une première implémentation de cet algo. C'est d'ailleurs celui que vous avez eu pendant le Rush Logo, le fichier de 200 000 lignes qu'il y avait pour dessiner Heisenberg. Donc pour chaque point, il faut faire un forward et un turn. Donc si on a 100 000 points, ce qui était le cas, on a 200 000 lignes. C'est pas mal, mais bon, on a un truc qui marche. C'est déjà le premier principe, on a un truc qui marche. Maintenant qu'on a un truc qui marche, on va pouvoir l'optimiser. Alors on passe à l'optimisation. Qu'est-ce qu'on veut optimiser déjà? On veut optimiser le nombre de lignes. Et donc le nombre de lignes, c'est le nombre d'instructions
qu'on fait dans un premier temps, qu'on fait faire à la tortue. Donc s'il y a moins de points, forcément, il y a moins d'instructions. Ça, c'est super cool. Donc on peut optimiser d'une part le nombre de points sur lequel on va partir, et d'autre part, comment on va générer du code pour parcourir tous ces points. Donc, avoir moins de points, déjà, ça implique de réimplémenter son Dijkstra parce qu'on a fait une erreur. Et ensuite, de se rendre compte que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la distance entre le point dont on part et le premier point non dessiné, mais la distance en nombre d'instructions. C'est-à-dire combien d'instructions il me faut pour arriver à ce point-là. Si je suis ici et qu'il y a un point non dessiné juste là, ben finalement, c'est une seule instruction. Alors que si je suis ici et qu'il y a un point non dessiné juste là, ben là, il me faut une instruction, une autre instruction pour tourner et une instruction pour avancer. Donc, ça me fait beaucoup plus d'instructions. On modifie le Dijkstra pour prendre en compte cette distance, et au lieu de 100 000 points, on n'en a plus que 11 000, ce qui nous fait toujours 22 000 lignes de code. Bon, on a déjà divisé par 10, c'est pas mal, on peut mieux faire. Donc là, on a optimisé la partie nombre de points. Après, je me suis pas mal amusé avec la partie génération de code logo. Donc là, tout ce que je vais vous dire, après, on génère une série d'instructions équivalentes. La tortue fait exactement le même dessin, mais on va réduire le nombre de lignes. Donc le premier mot-clé qui va nous être utile, c'est repeat. Donc on va faire des repeats. Quand on fait plusieurs fois d'affilée forward 1, left 90, forward 1, left 90, on remplace ça par un repeat 2 de forward 1, left 90. Là, si c'est répété une seule fois, ça nous fait déjà gagner une ligne. Si c'est répété plus de fois, ça nous fait encore plus de gains de ligne. Donc là, déjà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de forward 1 et left et forward 1 et right. On passe de 22 000 à 17 000 lignes. Ouais, donc déjà, avec quelques repeats, c'est pas mal. Sachant que là, j'ai fait des repeats que sur exactement forward, puis un virage. Mais il y a des repeats qu'on peut faire à plus grande échelle. Donc on va regarder des blocs de n instructions. Et on s'aperçoit qu'il y a des gros blocs qui se répètent, ce qui nous permet de tomber à 8500 lignes. Donc là, on a déjà une bonne grosse optimisation, avec des repeats de 6, 7, 8 blocs d'instructions forward et virage. Bon, c'est pas mal. Et on peut encore pousser un peu le truc, on peut faire des repeats à l'intérieur des repeats. Si on a détecté un repeat de 6, mais qu'à l'intérieur de ce repeat de 6 blocs, il y a une instruction qui se répète, on peut mettre un repeat dans un repeat et on grappille encore 50 lignes. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Maintenant, c'est implémenté, on va l'appliquer, on ne sait jamais, hein, dans la suite de nos instructions. Bon, alors c'est pas mal, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Parce que là, un repeat, c'est pas mal quand on fait plusieurs fois d'affilée le même code. Mais si finalement, il y a un bout du code qui était là et qu'il a appelé et qu'on l'a réécrit plus tard dans le fichier et qu'on l'a réécrit encore plus tard dans le fichier. Donc là, la réponse, c'est évidemment de faire une fonction. Donc déjà, on s'aperçoit que forward 1, left 90, forward 2, left 90, forward 3, left 90, etc. et pareil pour right, ils sont appelés plein de fois. On va générer tous les forward x, left 90 et forward x, right 90 jusqu'à un certain nombre, les remplacer dans le code et voir que ça nous fait des trucs beaucoup plus... ça nous fait gagner pas mal de lignes. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, du coup, ça nous fait gagner une ligne. On est passé de 2500 à 6200 lignes. Alors là, c'est déjà pas mal. Ok, 26, c'est absolument arbitraire sur Heisenberg. Et je suis sûr que dans le tas, il y en a plein qu'on a déclarés alors que finalement, elles nous font perdre des lignes. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser le fichier, regarder quels sont les motifs communs qui reviennent le plus souvent. Et là, c'est un échec de la tech. Visible ne devrait pas apparaître. Mais bon, il devrait être invisible, justement. Mais bon. Ah oui, c'était un only. Oh, c'est un sed. Donc, on veut seulement déclarer les fonctions qui valent le coup. Donc, on va parcourir tout le fichier, compter les fois où on fait forward machin left 90 et voir si ça vaut le coup de déclarer la fonction. Parce que déclarer la fonction, ça nous prend des lignes. Et l'appeler, ça nous fait gagner une ligne à chaque fois. Donc si on l'appelle moins de fois que ça nous a coûté de lignes de la déclarer, ça vaut pas le coup.
Donc là, on gagne encore une petite cinquantaine de lignes, parce qu'on déclare moins de fonctions inutiles. Bon, c'est pas mal, mais finalement, il y a des blocs de code qui, encore une fois, peuvent être plus que forward machin, left 90. Donc après avoir fait ce remplacement, on va analyser tous les n-grammes, bon, tous, peut-être pas tous, mais tous les n-grammes jusqu'à un certain seuil de notre programme. Un n-gramme, c'est quoi? C'est une séquence de mots. Donc là, c'est une séquence de lignes, une séquence d'instructions. On va regarder toutes les séquences d'instructions de taille 2 qui se répètent, toutes les séquences d'instructions de taille 3 qui se répètent, etc. Et on va les remplacer par des fonctions. Et on va répéter ce processus tant qu'on arrive à gagner des lignes. Donc là, avec une boucle while on gagne des lignes, eh ben, on répète le processus, on fait de plus en plus de déclarations de fonctions. Et donc là, sur ces 5122 lignes, donc je vous rappelle qu'on est parti de 200 000, hein, sur ces 5122 lignes, on a à peu près 2300 lignes de déclaration de fonctions. Donc 2300 lignes où on ne fait rien. Et ensuite, on commence avec l'appel du code. Alors, juste un ordre d'idée, je suis arrivé à une fonction, donc sur Heisenberg, qui faisait 344 instructions à coup d'appels récursifs de machin, machin, machin. Alors, donc là, c'est pas mal. On a fait tout ce qu'on pouvait à coup de ouais, vas-y, et là, je sens que ce serait mieux, et là, je sens que ce serait mieux, vas-y, je vais essayer, ouais. Donc ça, c'est vachement empirique. Ah oui, j'ai oublié. Tant qu'à faire, les noms de fonctions, ils étaient générés à partir de leur corps, en fait, des instructions qu'il y avait dans leur corps. Et ben, on peut tout à fait les obfusquer, parce qu'une fois qu'on les a générés, ben, il suffit de faire un sed dans les instructions générées. Et au lieu d'avoir L1, R1 pour dire forward 1 left et forward 1 right, ben, on aura zap ou Toto ou Glabu. Vous regarderez les fonctions que je génère. Je me suis fait plaisir avec un petit générateur infini de noms uniques en Python. Elles commencent toutes par Z pour éviter les mots-clés. Et donc vous regarderez dans le code généré, c'est que des appels de fonctions absolument illisibles avec de temps en temps en plein milieu un petit forward 37, right 90. Ok. Donc, j'avais pas prévu de dire autant de trucs que ça, sinon j'aurais demandé plus de temps pour ma conf. Mais comme j'ai demandé qu'un quart d'heure, je m'y tiens. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin dans l'optimisation? Alors, là, c'était une approche vachement empirique où on a essayé des trucs et on a vu qu'en effet, ça faisait des améliorations. Maintenant, si on commence à vraiment y réfléchir, on veut la ligne qui va dessiner le dessin en le moins d'instructions possible. Notre ligne, elle est très bonne pour faire des lignes droites. Donc les rectangles, c'est vachement cool parce qu'il suffit de faire une ligne droite, hop, on tourne, une ligne droite, hop, on tourne, etc. Donc du coup, l'idée, ce serait de recouvrir notre image de rectangle, enfin de découper notre image en rectangle et de considérer uniquement ces rectangles-là. Donc le minimal rectangle covering, c'est un problème résolu, c'est polynomial en angle convexe, bon, peu importe les détails de l'algo, mais on peut tout à fait calculer, c'est pas trop cher, le découpage minimal de notre image en rectangle. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer, une fois qu'on a ces rectangles, une sorte de voyageur du commerce sur tous ces rectangles. Donc quel est le parcours optimal pour passer par tous les rectangles en faisant au total la plus petite distance possible. Alors ça, c'est un problème NP complet, donc ça veut dire que la solution optimale est à peu près impossible à calculer dès qu'on dépasse un certain nombre de rectangles. En tout cas, dans l'échelle de durée de vie du Soleil, on va dire. Ça me paraît pas mal. Et donc du coup, une méthode pour avoir une solution approchée, c'est le recuit simulé qui doit parler au SCIA et pour à peu près tous les autres, ça doit être assez... au GISTR aussi. Pour à peu près tous les autres, ça doit être assez flou. Mais bon, c'est une méthode d'optimisation qui permet de donner une solution approchée
à un problème d'optimisation. Donc ça, c'est pour avoir la ligne la plus courte qui passe par tous les points de l'image. Ensuite, quand on veut générer du code, finalement, notre algorithme, on pourrait aussi utiliser un algorithme d'optimisation pour trouver quelles sont les fonctions à générer, quand est-ce que ça vaut pas mieux de mettre des repeats plutôt que des fonctions. Et là encore, considérer tous les n-grammes possibles, tous les remplacements de tous les n-grammes, dans quel ordre, etc. Ça va devenir très complexe, on part dans la combinatoire, c'est encore une fois super chaud à calculer dans un temps fini. Donc on va faire des solutions approchées, donc avec à nouveau un algorithme d'optimisation. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut mettre des repeats dans des fonctions, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et enfin, jusqu'ici on a optimisé les deux étapes séparément, mais finalement est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver non pas la ligne qui va faire le moins de lignes, mais la ligne qui va générer le moins d'instructions en prenant en compte le remplacement de fonctions. Donc la ligne qui va utiliser le plus de motifs qu'on va pouvoir remplacer ensuite par des fonctions dans la deuxième étape. Donc là, il faut lier les deux étapes ensemble et ça commence à devenir vachement complexe. Donc ça, c'est tout ce qu'on aurait pu faire si on avait vraiment beaucoup de temps à perdre. Là, j'ai déjà passé un petit peu de temps là-dessus et c'était juste des méthodes qui s'implémentent facilement. Je l'ai fait en Python. Dans un notebook IPython qui est assez sympa pour avoir les rendus dynamiques. Ça peut être assez lent à tourner dès qu'on a une image un peu grosse, voire très lent. J'ai mis 1 heure sur une image de 1800 par 1200, je crois. Et donc, si on voulait vraiment avoir un truc rapide, il faudrait aller l'implémenter en C ou en C++ ou utiliser des bibliothèques Python qui font ça, mais je ne pense pas qu'on aura exactement ce qu'on veut dans ces bibliothèques. Donc, aller l'implémenter dans un langage plus bas niveau. Et ensuite, si on fait l'approche théorique, là, il y a beaucoup d'algos à implémenter, des recuits simulés avec pas mal de paramètres. Donc, trouver les bons paramètres pour avoir l'optimisation idéale. Voilà, donc ça, c'est un bon gros projet si on veut vraiment trouver le programme idéal pour ceci. Oui, donc juste j'ai oublié de vous montrer la référence pour ceux qui ne l'ont pas vu. Quand je parle de Heisenberg, je parle de lui. Hein. Ça, c'est pas la toute dernière version de mon programme. La dernière version fait moins de lignes que ça. Donc voilà, le dessin, il ressemble à ça. D'ailleurs, j'ai triché pour que ce soit une composante connexe. Je lui ai fait une petite boucle d'oreille. Voilà. Donc, le code est écrit en Python. Donc, comme c'était pas un super gros projet non plus, je l'ai un peu écrit au fur et à mesure que ça arrivait. Donc, c'est pas forcément du code hyper clean. Il va être sur mon GitHub dès que je rentre chez moi parce que je voulais pas spoil non plus la conf. Et le viewer, c'était le viewer logo de 20 go to 10. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sont pas en engin, pendant le week-end, cher Zaku, vous nous avez proposé un challenge qui était de vous soumettre une image écrite en logo. Et j'ai eu à peu près cette idée-là pour vous donner un Heisenberg. Et sauf que j'ai pris 4 heures de mon temps pour faire ça. Je me suis donc heurté à un échec cuisant, parce qu'en plus je l'ai fait en C. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Mon output faisait 5 gigas. Bref, j'avais un problème. J'aimerais savoir combien de temps tu as passé sur le problème. Pour avoir un Heisenberg valide ou pour avoir le Heisenberg optimisé? Alors, les deux. Alors, pour avoir un Heisenberg valide, si je ne m'abuse, Steve m'a demandé vers 15 heures de commencer à coder l'algo. Et j'ai posté la news avant de partir, donc à 19 heures. Et après, pour avoir un Heisenberg optimisé, je ne sais pas parce que je l'optimisais de temps en temps pour le fun, mais je dirais 8 heures en plus. Merci.
On s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais ça me fait beaucoup penser, c'est plus du logo, ce qu'on appelle les L-systems. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, qui sont en quelque sorte des grammaires qui sont utilisées de la génération procédurale, qui permettent d'explorer, généralement de générer une image, genre des arbres en génération procédurale, une grammaire qui représente est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite. Est-ce que tu penses que ce genre d'algorithme pourrait être utilisé, enfin, si tu ne connais pas les L-systems, pour trouver une grammaire à partir d'une image qui permettrait de générer des images similaires en quelque sorte? Alors je ne connais pas les L-systems, donc je ne saurais pas trop te répondre. Après, là, le truc qu'on a, c'est qu'on veut vraiment faire de la copie pixel au pixel près. Donc des images similaires, ça ne va pas forcément être ce qu'on cherche. Il va peut-être trouver un truc qui, en rajoutant un pixel là, j'ai une connexion de plus et ça me fait un chemin beaucoup plus court. Donc c'est pas forcément idéal. D'autres questions? Ouais. Donc tu as dit que tu partais de pixels, donc d'une image matricielle. Est-ce que tu pourrais, ce serait faisable avec une image vectorielle de base? Faut bien me donner une résolution. À la fin, ce que je vais dessiner, c'est des pixels. Donc, ce que je vais finir par faire, c'est juste prendre ton image vectorielle, la rendre dans une résolution et travailler sur ces pixels-là. Mais aussi, vu que c'est toutes tes instructions, ça dépend que de valeurs, finalement, tu pourrais presque faire un truc générique qui est scalable, qui peut changer de taille, non? Alors, si au lieu de forward de 5 à chaque fois, tu forwardais de 2, bah, ce serait 2/5 plus petit. Alors oui, tu peux tout à fait faire un set sur les forwards et dessiner une image 2 fois plus grande, sauf que là tu t'apercevras que tu as des trous en plein milieu, parce que quand tu as scalé 2 fois, tu as plein de... Quand tu scales un carré, du coup j'ai dessiné que le bord et le centre est vide. Donc ça va pas être le même programme pour une image scalée à l'échelle dessus. Ok. Vers le début de la conf, tu as dit que ton algo cherchait un chemin vers les 4 pixels adjacents. Ouais. Pourquoi pas les 8? Alors, au début, j'étais parti sur les 8 et je me suis heurté au problème que les diagonales, c'est pas toujours des entiers. Et même avec des arrondis, en fait, quand tu pars sur des 45 degrés, je ne sais pas comment est implémenté le logo, le visualiseur qui était là. C'était avec ça que je testais. Je n'ai pas testé avec une ref logo. Et en fait, je me trouvais avoir des décalages parfois de 1 pixel, mais quand tu dessines toute une ligne, de 1 pixel, puis de 1 pixel, puis de 1 pixel, tu finis par dessiner de la merde. Donc pour être sûr de exactement à quel pixel je me trouvais, je me suis limité aux 4 axes, enfin aux 2 axes. Ok, alors n'oubliez pas que toujours on vous regarde.